Plus de 10 000 milliards de francs CFA des Émirats arabes pour financer le développement dans la sous-région ouest-africaine. C'est l'objectif que s'est fixé le Forum Investi dans l'UEMOA qui a ouvert ses portes ce jour à Dubaï. Le président du Faso prend part à la rencontre. La 6e conférence de l'enseignement secondaire met sur la table des discussions le continuum éducatif au Burkina Faso. Il s'agira de proposer un recadrage de l'enseignement dans les lycées et de revoir les curricula. Et puis Ebola, situation toujours aussi alarmante au Libéria. On craint le pire dans les prochains jours. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. L'UEMOA veut donc mobiliser des fonds dans les Émirats arabes pour le financement du développement dans son espace. Des fonds à lever à hauteur de plus de 10 000 milliards de francs CFA. Les chefs d'État de l'Union, dès l'ouverture du forum investi dans l'UEMOA à Dubaï, ont présenté le potentiel d'investissement dans leur pays pour convaincre cette partie du monde d'investir en Afrique. Nos envoyés spéciaux à Dubaï, Mathias Drabo et Adjima David Chambiano. La conférence de Dubaï ressemble à un sommet de l'UEMOA. La plupart des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union sont présents et face à eux, des investisseurs du Moyen-Orient qui tiennent en main les clés de la forte croissance qu'enregistre cette partie du monde. L'enjeu pour l'UEMOA, c'est de lever un financement de l'ordre de 10 957 milliards de francs CFA pour financer les projets du programme économique régional, des projets dont la réalisation devrait impulser une dynamique de croissance économique à long terme dans un espace ouest-africain plus intégré. Nous sommes venus surtout pour passer le message suivant. L'Afrique est un continent d'avenir et les zones intégrées en Afrique comme l'UEMOA seront des grandes destinations pour le commerce et l'investissement. Donc nous sommes venus vous inviter à venir avec nous pour la grande ambition que nous avons d'organiser une émergence de cette région du continent. Et nous espérons que les engagements qui ont déjà été pris vont se conforter et nous nous préparons vraiment à vous accueillir. Et nous espérons que dans quelques années, nous allons aussi faire le bilan, comme ici vous l'avez déjà fait avec les Émiratis, qui montre qu'ensemble, entre des États et des entrepreneurs, on peut aller loin et très loin. Et pour convaincre même les plus hésitants, les dirigeants ouest-africains sortent des arguments massus. Un taux de croissance en hausse continue depuis 2012, dopé par un taux d'investissement croissant et une relative quiétude avec la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali et un taux d'inflation des plus faibles. Et au nom de la mondialisation, les pays du Golfe... Votre présence à ce rendez-vous est le signe de votre engagement à accompagner les États membres de certains financements de leurs économies par un partenariat gagnant-gagnant avec vous. 20 ans après la création de l'UEMOA, notre ambition est de sortir notre sous-région de la précarité. Côté sécurité, les dirigeants rassurent en mettant en avant le train de réformes mises en œuvre au plan de la gouvernance politique et économique pour garantir la stabilité des États et la sécurité des investissements. Les investisseurs ne doivent même pas craindre pour la fièvre Ebola. Les peuples de l'UEMOA sont des peuples sains.
people of UEMOA are very safe of Ebola. No Ebola in our region. L'appel à investir dans l'UEMOA est-il entendu? Il faudra attendre de voir l'engagement des bailleurs de fonds dans les grands projets d'infrastructure et de développement et la dynamique de partenariat qui va s'enclencher à partir des Émirats arabes unis. Les pays du Golfe sont de plus en plus cotisés pour essayer de pallier le tarissement de certains investissements. L'UEMOA a les arguments qu'il faut pour attirer les investissements des Émirats arabes sur les enjeux spécifiques de la rencontre de Dubaï. Nous suivons cette lecture faite pour nous depuis Dubaï par nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Adjima David Chambiano. Dubaï, une plaque tournante de la finance internationale. L'Afrique de l'Ouest a rendez-vous ici avec les investisseurs internationaux pour les intéresser au projet de son vaste programme économique régional. Il nécessite pour sa mise en œuvre la mobilisation de 10 759 milliards de francs CFA. Pour soutenir fermement cette opération de charme, les chefs d'État de l'UEMOA sont présents à Dubaï. De nombreux projets structurants et intégrateurs touchent le Burkina Faso, entre autres la réhabilitation et l'extension du chemin de fer, le projet autoroutier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, frontière Côte d'Ivoire. La partie qui concerne le Burkina fait 600 km et il s'agit donc de mobiliser 1200 milliards de francs CFA pour donc accompagner la mise en œuvre de ce projet, notamment sur la section du Burkina Faso. Il s'agit également de travailler à apporter des réponses, bien entendu, à la suite du projet en territoire ivoirien, et la partie ivoirienne également est là. Je pense que les dossiers seront posés sur la table et les investisseurs verront pour accompagner nos deux pays. Il s'agit également de certaines interconnexions, des routes transnationales, comme nous les appelons, qui sont des routes communautaires, notamment le tronçon Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière du Mali, avec sa partie qui va en territoire ivoirien. Les opérateurs économiques sont également présents à Dubaï avec une dizaine de projets à proposer aux investisseurs. Ils concernent pour la plupart la mise en place ou le développement d'unités agro-industrielles, des projets sensibles qui pourraient générer des plus-values à une économie agricole des plus florissantes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus à Dubaï pour les projets privés. Nous sommes là au nom de la Chambre de commerce, qui a pas mal de projets aussi, notamment le grand projet de la gare routière internationale de Ouagadougou, c'est-à-dire le port sec de Ouagadougou, et donc qui va coûter environ 35 milliards de francs CFA. Et nous avons notre siège aussi, le siège de la Chambre de commerce, et donc là nous sommes en partenariat avec la Turquie. Et donc, Une journée donc pour convaincre les bailleurs de fonds réunis à Dubaï qui ne cherchent que de bonnes affaires pour placer leur financement. Retour au Burkina et nous parlons éducation à présent avec le continuum éducatif au Burkina qui est au cœur de la 6e conférence de l'enseignement secondaire à Ouagadougou. Les cadres de l'enseignement secondaire et les partenaires sont appelés à tirer les leçons du transfert du poste primaire et de la maternelle au ministère de l'Éducation nationale. Le recadrage dans les lycées et la révision des curricula s'imposent comme une nécessité absolue. La rencontre se tient du 9 au 11 septembre prochain. Jacques Lamissa Tarpara. La 6e conférence annuelle de l'enseignement secondaire se tient cette année dans le contexte du continuum éducatif. L'enseignement de la 6e à la 3e passe entre les mains de l'Éducation nationale. Cela implique un réaménagement de tout le système secondaire et c'est ce à quoi s'attellent ces cadres de l'enseignement secondaire et leurs partenaires. Avant, mon ministère construisait des CG et une fois que les CG étaient arrivés en 3e et que les classes avaient été doublées, donc nous envisageons la possibilité de transformer un CG en lycée. Alors maintenant, on ne construira plus des CG, il faut qu'on construise des lycées. Donc la conférence est appelée à réfléchir sur le mécanisme. Il y a aussi que
même la lecture des curricula, parce qu'avec le transfert et la notion du continuum, il va de soi qu'au niveau du MENA, il va y avoir une relecture harmonieuse effectivement du curricula. Alors au sorti du post-primaire, il est important que le ministère des Enseignements enclenche aussi effectivement le pas dans le sens de la réadaptation donc des curricula et que par la suite d'ailleurs l'enseignement supérieur qui reçoit les bacheliers soit aussi dans la même logique. Tous les départements concernés par cette nouvelle structuration du système éducatif entendent travailler en synergie pour ne pas créer de rupture entre les cycles d'enseignement. Le transfert du premier cycle du secondaire et de la maternelle au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suscite des inquiétudes chez les enseignants notamment. La ministre Kumbaboli Bari se veut rassurante. Que ce soit du ministère des enseignements secondaires ou supérieurs ou du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ou du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, parce qu'il y a aussi le préscolaire, aucun ne sera lésé au niveau de sa carrière. Et je pense que la fonction publique a pris bonne note, le ministère de l'économie et des finances aussi a pris bonne note, et bien sûr les autres ministères techniques concernés sont dans cette dynamique-là. La question des ressources financières, des infrastructures et de la formation des agents est également débattue. Ces cadres ont 3 jours pour proposer des solutions afin d'assurer une cohérence dans le système éducatif national. Et le bilan à chaud de l'exécution du compact du Burkina Faso annonce donc un taux de réalisation à plus de 99%. Les frais engagés sont à 99,48% et les décaissements à plus de 92%. L'exercice a réuni le comité d'orientation et de suivi du MCA Burkina à Koudougou Isaïe Parkouda. Ceci est le tableau de bord synthétique de la lettre de mission confiée au coordonnateur national du Millennium Challenge et Compte lors de la dernière année fiscale du compact depuis le 1er octobre 2013. Le compact ayant pris fin le 31 juillet dernier, son comité d'orientation et de suivi fait maintenant le bilan de l'ensemble des réalisations intervenues grâce au MCC. De ces projections, il ressort que le bilan global d'exécution des grands chantiers est satisfaisant à tous les niveaux. Que ce soit volet désenclavement, développement de l'agriculture et sécurisation foncière, les objectifs initiaux sont à présent comblés. Un des membres du COS a intervenu du reste et a dit que quand on fait un premier vaccin et que le vaccin marche et qu'il réussit, pour que le vaccin soit d'une manière pérenne dans le corps de l'individu, il faut un deuxième vaccin de rappel. Et ce deuxième vaccin de rappel, nous l'avons demandé. Et je pense que les Américains nous ont entendus. Sur un budget chiffré à plus de 480 millions de dollars, les décaissements à la date du 7 septembre s'élèvent à plus de 443 millions de dollars et les engagements à près de 474 millions de dollars. Ce budget est financé par le peuple américain pour soutenir le développement du Burkina Faso. Et à l'heure du bilan, ce sont les remerciements qui dominent. Quand on réalise 89,48%, on ne peut qu'être satisfait parce que d'abord, du point de vue même des projets du MCA, de façon globale, tous les projets que le MCC réalise dans tous les pays, aucun pays n'a réalisé un taux de ce genre, donc selon le MCC lui-même. Et on ne peut qu'être fier. Il est convenu entre les deux parties que les travaux non achevés dans les délais du compact seront désormais confiés à l'Agence de partenariat pour le développement. Cette structure devra travailler à consolider les acquis du compact dans un contexte de durabilité des investissements. Mais l'espoir du peuple burkinabé est de voir jaillir des négociations un nouveau compact peut être encore plus impactant que celui-ci. Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie de présentation officielle des résultats du compact du Millennium Challenge et Compte Burkina Faso MCABF, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la salle des fêtes de Ouaga 2000 le mercredi 10 septembre 2014 à partir de 17h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 18h30. Pour le directeur général du protocole d'État, le directeur général adjoint Gilles Bayala, chevalier de l'ordre national. Suite de ce journal, donc à Ouagadougou,
Les Patriotes unis pour le changement clament haut et fort la convocation d'un référendum pour départager les Burkinabés sur la modification ou non de l'article 37 de la Constitution. Le PUC, donc, qui est déclaré officiellement parti de l'opposition, appelle les jeunes à plus de responsabilités. Le parti a dévoilé ses objectifs à la presse ce matin. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Parti politique créé en décembre 2014, les Patriotes unis pour le changement PUC dévoilent aujourd'hui ses objectifs et sa position sur la situation nationale actuelle. Déclaré officiellement parti de l'opposition, le PUC, par cette rencontre avec les hommes de médias, appelle le président du Faso à convoquer, je cite, le corps électoral pour un référendum. C'est légal, hein, ça se trouve dans la Constitution. Il est bien dit que lorsqu'il y a une question qui divise la population, le président se trouve dans son plein droit d'appeler le peuple pour que le peuple puisse donner sa position. Convaincu que seule l'unité des filles et fils du Burkina Faso peut relever le défi du développement, le président du parti appelle la jeunesse à plus de vigilance. Notre vrai message, c'est surtout l'appel. L'appel à la retenue. Appeler la jeunesse en tout cas à mener des luttes objectives, rentrant vraiment dans le cadre de leur avenir. Car au niveau du PUC, nous ne croyons pas que c'est dans la rue que se trouve notre avenir. Il va falloir effectivement que cette jeunesse puisse prendre conscience et puis ne pas se faire surtout manipuler par les hommes politiques pour des fins personnelles. Les Patriotes unis pour le changement est, selon son premier responsable, le parti créé par les jeunes et dirigé par eux pour faire valoir leurs ambitions en défendant les libertés individuelles et collectives, la promotion d'une bonne gouvernance et en raffermissant les liens de coopération avec les autres peuples. Le PUC et ses ambitions présentées aux journalistes ce matin. Plus question de naviguer à vue dans la gestion des sociétés à capitaux publics du Burkina Faso. Le ministère de l'Industrie et du Commerce renforce les compétences des responsables de ces sociétés en matière d'outils juridiques et comptables, de la révision de l'acte uniforme. La formation a lieu à Bobo-Dioulasso, Karim Sissé. C'est devenu une coutume et ce depuis 15 ans, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat organise chaque année des formations au profit des administrateurs des sociétés à capitaux publics et des groupements d'intérêt économique. Cette année encore, ils se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour la traditionnelle rencontre. Il s'agira de partager avec les participants les changements intervenus et les dispositions à prendre avec la révision de l'acte uniforme. C'était intéressant pour nous de montrer les différentes parties, les différentes dispositions qui ont été prises et qui vont véritablement impacter la gestion de nos sociétés d'État. Comme vous le savez, la gestion d'une entreprise, il y a toujours des risques. Donc il faut savoir d'abord identifier ces risques et prendre les dispositions pour les éviter. Les innovations dues à la révision de l'acte uniforme, le nouveau cadre juridique des sociétés à capitaux publics, les erreurs à éviter sont entre autres les modules autour desquels les échanges vont se tenir. La plupart de tous les actes de gestion doivent impérativement être visés par un commissaire aux comptes pour s'assurer de leur conformité vis-à-vis à la réglementation. Ce qui n'était pas le cas avant. Au sortir de ces 72 heures d'échange, les dirigeants et responsables des sociétés à capitaux publics doivent être mieux outillés sur les enjeux de la révision de l'acte uniforme, toute chose qui leur permettrait d'agir efficacement dans la gestion des sociétés dont ils ont la charge. La patate douce peut être une solution à la carence en vitamine A. C'est cette conviction qui a conduit l'ONG Hélène Keller International à s'investir dans la promotion de ce tubercule pour mieux lutter contre la malnutrition au Burkina Faso. Elle appelle donc à une mobilisation pour un plaidoyer. La rencontre sur la patate douce à Ouagadougou avec Yolande Lompo. Elle fait l'objet de toutes les attentions à cette rencontre. Facile à cultiver et résistante à la sécheresse, la patate douce à chair orange PDCO est très riche en amidon et permet de lutter contre la carence en vitamine A. Depuis plus d'une décennie, Hélène Keller International, en collaboration avec d'autres partenaires, s'investit dans la production de cette tubercule pour lutter contre la malnutrition. Grâce à son indice glycémique plus faible, la PDCO est souvent recommandée aux diabétiques.
Elle aurait d'autres vertus de par ses feuilles et pourrait contribuer à des objectifs plus généraux de développement en renforçant l'autonomisation économique des femmes. Réunis à cette table, l'ensemble des acteurs de la chaîne se donnent la main afin d'assurer un avenir meilleur à cette 7e culture vivrière au Burkina Faso. Couscous de patates, farine pour enfants, biscuits et autres produits issus de sa transformation sont la preuve qu'elle a de beaux jours devant elle et pourrait remplacer le blé dans la fabrication du pain pour peu que les partenaires financiers s'y investissent. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi apporte soutien et réconfort aux pensionnaires du centre d'Elwende de Tanguin et de l'orphelinat de Lumbila. La NPE a remis des vivres et du savon aux 2 structures au nom de la solidarité envers les plus démunis. Abdoul Rasmane Zongo. D'un côté, les 261 pensionnaires du centre d'Elwende de Tanguin, créé en 1966, et de l'autre côté, les 31 tout petits pensionnaires de l'orphelinat de Lumbila érigé en 2000 ont tous eu droit à un geste de solidarité et de réconfort. Au-delà du don matériel, l'esprit qui le sous-tend est davantage salué de part et d'autre à travers verbes et musique. Nous avons reçu des vivres, du riz précisément. Nous avons reçu les savons liquides et les savons en boule. Alors ça va nous aider pour les repas de chaque jour, mais aussi pour la propriété de la maison et des personnes. Mais surtout, ce qui compte, c'est l'idée qui est derrière tout ça. Que quelqu'un a pensé à nos mamans de venir rendre visite. C'est la chaleur humaine que nous avons besoin. Nous sommes très reconnaissantes aussi envers les donateurs qui pensent à nous soutenir dans cette œuvre. Ce n'est pas une œuvre dédiée à une seule personne, mais nous nous sentons encouragés par leur présence et par leurs dons qui va venir nous aider pour une meilleure prise en charge de ces enfants. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et le ministre de tutelle s'expriment. Nous avons pris part aux mesures sociales du gouvernement où nos jeunes engagés dans les travaux à IMO ont eu à faire des productions. C'est ces produits-là que, par exemple, nous prenons pour venir, par exemple, soutenir non seulement les vieilles de Tanguin, mais surtout nos enfants qui sont ici à l'orphelinat. Alors donc c'est un peu cette solidarité gouvernementale-là que nous avons voulu traduire à l'adresse de ces personnes vulnérables. Les bénéficiaires ont aussi plaidé afin que leurs conditions de vie soient de plus en plus améliorées. Notamment les femmes attendent de la société plus de regards équilibrés à leur égard afin qu'elles quittent définitivement ce refuge tôt ou tard. Et si ce n'est pas une recrudescence de la pratique de l'excision au Burkina Faso, cela y ressemble. À Waiguia, ce sont 17 fillettes qui sont passées par la main d'une exciseuse. Cette dernière et ses complices sont entre les mains de la brigade territoriale de la gendarmerie. Les victimes, elles, reçoivent des soins médicaux et cela suscite un commentaire de Hadi Sandamba. Encore sous le choc, il est difficile pour Kadisso Ouedraogo de se prononcer sur ce qui lui est arrivé il y a 6 jours de cela. Elle a été victime de mutilation génitale. En effet, les faits remontent au 3 septembre dernier dans la matinée. Tout comme Kadisso Ouedraogo, elles sont au total 17 filles âgées entre 5 et 17 ans, toutes des élèves à subir ce jour-là la colère de Dame Lam. Et pas même cette jeune mère d'un garçonnet de 10 mois n'a pu échapper à la tragédie. Ici, au service de maternité du centre hospitalier régional de Waiguia, les victimes conduites par les agents de l'action sociale et de la solidarité nationale sont là pour des examens. Question donc de déterminer le degré ainsi que les dégâts causés par la mutilation. Et après examen, la situation des 17 filles est critique. Ce qui est marrant, c'est l'infection associée. Toutes sont infections, il y a du pus et vraiment on ne sait pas l'issue de la plaie. Il y a une même qui a eu l'urètre sectionné et les urines commencent à fuir. C'est-à-dire que dès la guérison, il faut déjà commencer à prendre en charge cette dernière-là. En remontant aux faits, des personnes qui ont préféré garder l'anonymat
serait entré en contact avec la gendarmerie et la direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale de Yatenga pour signaler un cas d'excision à Bori, un village situé à une dizaine de kilomètres de Waiguya. Ce que nous déplorons aussi par rapport à cette situation est que nous, on voulait agir avant que les enfants ne soient excisés, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'exciseuse est entre nos mains et l'enquête suit son cours. Le procureur a été saisi, bien sûr, bien avant, quand ça s'est passé, le procureur a été saisi. Interrogée, l'exciseuse, âgée de 56 ans, reconnaît les faits, mais promet de ne plus jamais recommencer, même si à son compteur, 26 filles ont été excisées en 2 années de pratique. Je sais que c'est interdit, mais je l'ai fait. Ce qui est fait est fait. Cependant, je vous rassure que je ne vais plus jamais le faire de toute ma vie. Mais en attendant, c'est à la justice de déterminer la peine à purger aussi bien par l'exciseuse que par ses complices que sont les parents des victimes. Ce cas d'excision est le énième cas dénoncé dans la cité de Nabakango, et ce grâce à la collaboration de la population. Une collaboration saluée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. L'une des conséquences de l'excision, c'est le VIH-Sida. Et à Ouagadougou, on fait le bilan du projet Aster-Aid lancé en 2011 pour l'amélioration de l'accès aux traitements antirétroviraux. Le comité de pilotage est à la tâche depuis ce matin. Nathalie Savadogo-Nabaloum. Après 3 ans et demi de mise en œuvre au Burkina Faso, le projet Aster-Aid, qui œuvre dans la lutte contre le VIH-Sida, arrive à terme. Et l'on note avec les acteurs de la santé que de nombreux projets ont été réalisés. Dans un premier temps, la chaîne d'approvisionnement en intrants pour la lutte contre le VIH s'est renforcée à travers ce projet. Et deuxième élément, c'est l'amélioration de l'offre et la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et enfin, le renforcement du système de gestion des données et du suivi des patients vivant avec le VIH. Les effets du projet sont très perceptibles au niveau de l'hôpital de Gawa. Ce projet a permis une forte mobilisation des acteurs autour de la question de la prise en charge, une réorganisation, un renforcement en équipement, également aussi un renforcement en matière de produits de santé. Selon les derniers rapports de l'ONU-SIDA, le taux de prévalence du VIH a régressé de 1,1% au Burkina Faso. Le secrétaire général de GIP Esther, Brigitte Arthur, se dit satisfait des progrès réalisés au Burkina Faso. Le projet a atteint totalement ses objectifs, même au-delà de nos espérances. C'est vraiment le pays, qui a réussi le projet Aster-Aid avec le plus grand succès. Et là, je l'ai dit, effectivement, Esther pourra continuer à porter sa collaboration pour la duplication avec succès de Aster-Aid aux autres régions du Burkina. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, Amédée Guigimde, il a souhaité que les acteurs s'approprient des résultats du projet afin de pérenniser les expériences acquises. Ce projet français lancé en février 2011 au Burkina Faso avec un budget de plus de 1,3 milliard de francs CFA a pour objectif d'améliorer l'accès aux traitements antirétroviraux, de faciliter et sécuriser la disponibilité des traitements. Il intervient dans 4 régions, à savoir la région des Hauts-Bassins, des Cascades, la boucle du Moun et le sud-ouest. La région du Nord ne veut pas être en marge de la sensibilisation face à la menace du virus Ebola. Les autorités régionales ont sonné la mobilisation des ONG et associations intervenant dans la région pour barrer la route à cette maladie qui inquiète dans la sous-région. La rencontre de Waiguya est un appel à la vigilance. Hahadi Sandamba. Face aux menaces de la maladie à virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine, le gouvernement burkinabé a mis en place une stratégie de riposte axée sur la prévention. Et le moyen le plus fiable à l'heure, c'est la sensibilisation des populations sur les différents modes de transmission de la fièvre hémorragique Ebola. C'est donc dans cette optique que se tient la présente séance de sensibilisation sur la pandémie au profit des représentants des organisations de la société civile œuvrant dans la région du Nord. Il y a beaucoup d'orpailleurs qui vont du côté de la Guinée et qui reviennent. Nous pensons que c'est assez dangereux de ne pas leur dire qu'il y a
effectivement des problèmes, quand ils rentrent comme ça, ils doivent effectivement savoir quelles sont les précautions qu'il faut prendre et d'écouter surtout les responsables de la santé qui vont leur dire les indications, les conseils par rapport à cette maladie pour éviter la maladie. Les participants à cette rencontre devraient servir de relais auprès des membres de leurs associations ainsi que de l'ensemble de la population du Nord. Il a été également demandé aux participants de miser sur la sensibilisation des transporteurs, des voyageurs et des orpailleurs qui sont les groupes les plus exposés à la maladie à virus Ebola. La minute sportive de ce journal nous conduit à Luanda où les étalons ont repris le chemin des pelouses depuis lundi. Objectif pour l'encadrement, se mettre dans la dynamique de la deuxième journée face aux Palancos Negra de l'Angola. Yafama Kam et Lassina Savadogo ont suivi les premiers exercices sur place dans la capitale angolaise. Première foulée ici dans un stade jouxtant le stade du 11 novembre où aura lieu donc la rencontre face à l'Angola. Et au programme de ce premier jour d'entraînement, exercice assez léger donc pour les joueurs qui ont participé au match comme titulaires, et puis un exercice un peu plus poussé pour les remplaçants qui sont au contact avec Paul Put. Vous le savez, ici en Angola, l'Angola qui joue son deuxième match et qui a perdu sa première rencontre face aux Panthères du Gabon, battu 1-0. Et la question que toute la presse angolaise se pose, c'est véritablement de se remettre en selle. Et se remettre en selle, c'est déjà de faire un résultat face au Burkina, sous peine peut-être de dire au revoir à la CAN 2015. Le Burkina Faso qui a déjà 3 points, qui est premier de ce groupe C, voudrait encore montrer et sortir ses griffes. Le titre de vice-champion d'Afrique n'a pas été usurpé et cela passe par un résultat ici. Les garçons sont conscients de cela. Mais pour le moment, c'est la récupération qui est le maître mot. Le seul absent qui manque à ce groupe-là, c'est bien Bertrand Isidore Traoré, victime d'une élongation lors du match face aux Lesotho et qui a déjà regagné son club Vitesse Arnhem à Hollande pour subir des soins. Il faut essayer de rester bien concentré sur le match. Quand on va approcher le mercredi, on doit essayer d'oublier tout ce qu'ils ont fait avec nous. L'Afrique, c'est souvent comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Nous avons un seul objectif, se concentrer sur le match face aux Palancas Negras ce mercredi. Et après, on pourra faire le compte. Et puis une petite note musicale pour refermer ce journal avec le dernier album de Sana Bob, sorti officiellement hier. Notre temps, c'est le titre de ce dernier opus qui est une interpellation à la jeunesse à plus d'engagement dans le développement du pays. Côté sonorité, c'est un mélange de tradition et modernisme, un cocktail comme le crieur public sait le faire. Hier, au Jardin de la musique Remdogo, l'album s'est laissé apprécier. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Soucieux du devenir des populations marginalisées dans leur majorité, Sana Bob, le crieur public, emploie une fois de plus son mégaphone. Objectif, appeler à plus de responsabilité à travers son 5e opus, titré Notre temps qu'il vient de mettre sur le marché. C'est un album immensement riche, musicalement, et même dans les textes. Je pense que c'est un album qu'il faut avoir absolument. Le Burkinabé doit se lever pour soutenir cet artiste-là. Chaque Burkinabé et chaque personne qui vit au Burkina Faso, suite à l'album de Sana Bob, l'album passé pour l'album aujourd'hui, on sait que ce sont de nouvelles tous. Le message, c'est tout. Je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé vraiment à concevoir cet album-là. C'est pas de Sana Bob qu'on avance, c'est un autre Sana Bob aujourd'hui. Composé de 12 titres, cet album est un cocktail de sonorités où se côtoient allègrement des instruments traditionnels et modernes. Du blues sahélien mêlé au Wedbindé, au Yarma, puisé du terroir Mouaga de son Burkina natal, émaille son reggae dit à part. Son reggae, il l'a enrichi avec des instruments traditionnels. Ça fait que son reggae est spécial. Très profond et ça donne une certaine originalité. Je suis sûre que l'album ira très loin. J'ai découvert Sana Bob à travers sa chanson Mon pays, qui m'a beaucoup touché.
C'est un artiste qui parle vraiment avec le cœur. Il touche vraiment beaucoup de gens, quels qu'ils soient. Moi, je ne suis pas burkinabé, pourtant je suis sensible à sa musique. L'artiste invite les populations à acheter leurs CD avec le sticker du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, afin de les accompagner dans leur lutte contre la piraterie. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.